Bonjour à tous, vous êtes sur Bordeaux TV, nous sommes le 1er septembre et nous faisons notre rentrée aujourd'hui ici sur le plateau de Bordeaux TV. Vous êtes très nombreux à nous suivre, vous l'avez montré cet été, nous avons eu plus de 2500 connexions jour, ce qui fait que pour nous c'est un grand succès et nous sommes toujours très contents de vous retrouver. Aujourd'hui, pour lancer notre rentrée, nous avions une invitée de marque, Virginie Calmel, qui va bien sûr nous parler de sa candidature à la présidence de la région Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes. C'est tout de suite sur Bordeaux TV. C'est un invité. Oui, Calmels. Bonjour Virginie Calmels, comment allez-vous? Bonjour Kirill Kozia. Ça nous fait plaisir de vous rencontrer ici, sur notre plateau, et d'avoir accepté notre invitation. Je suis désolé par les inconvénients du direct, puisqu'on a une... Je sais ce qu'est le direct, il n'y a pas de problème. Vous avez d'ailleurs une très bonne connaissance des médias, pour la simple et bonne raison que vous avez travaillé beaucoup pour Canal+. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette période de votre vie? Il se trouve que j'ai dirigé plusieurs sociétés dans le domaine des médias, donc j'ai une connaissance des médias de l'autre côté de la caméra, en ayant été d'abord directeur financier de Numérica, puis directeur financier, puis DGA, puis directrice générale déléguée de la chaîne Canal+, et puis ensuite au sein du groupe Endemol, où j'ai été directrice générale, puis PDG en France et DG dans le monde, donc de la première société audiovisuelle, enfin de production audiovisuelle mondiale, avec 7000 salariés. Et vous connaissez donc bien le monde des médias, bien sûr. Et qu'est-ce que vous pensez du monde du numérique, justement, au niveau de la télé comme la nôtre, par exemple, ces télés sur Internet? Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que ça a révolutionné, le numérique a révolutionné l'économie au sens large, pas uniquement dans les médias. Je crois que ça permet, et dans le domaine notamment médiatique, du contenu, de promouvoir un autre type de médias, de contenu, d'accessibilité grâce au web au plus grand nombre, à un contenu qu'il ne verrait probablement pas sans ce nouvel outil assez magique qui est le numérique. On voit que Bordeaux se développe énormément sur ces aspects-là, du numérique. Alain Juppé est très porté, bien sûr, sur ces nouvelles technologies. Et vous chargez des affaires économiques de la mairie de Bordeaux également. Pourquoi avoir aujourd'hui mis sa candidature pour la présidence de la région Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes? Alors voilà une vaste question. Juste avant, je voudrais rappeler que Bordeaux a été labellisé French Tech, ce qui est exactement dans la lignée de ce que vous venez de dire. On est très attaché au développement de la croissance des startups, et notamment dans le domaine numérique, mais pas uniquement. C'est important. Alors pourquoi une candidature à la présidence de la grande région? Parce que finalement, un certain nombre d'hommes politiques de cette grande région, dont Alain Juppé bien sûr, mais Jean-Pierre Raffarin, Dominique Bussereau, et Michel Alliot-Marie aussi, et puis d'autres au-delà de la région, notamment à Paris, que ce soit Nicolas Sarkozy ou également François Bayrou ou Jean-Christophe Lagarde, ont décidé de me faire confiance pour mener dans cette grande région une liste d'union, d'union des Républicains, d'union des centres, l'UDI, le MoDem, mais également les Chasseurs, et puis le premier parti de France, les non-encartés. Probablement parce que, comme vous l'avez dit, je suis d'abord et avant tout une femme d'entreprise. Je ne suis pas une femme politique. Je me suis engagée en politique aux côtés d'Alain Juppé au municipal il y a à peine un an. Très clairement, la candidature au régional, parce que les prérogatives de la région sont essentiellement l'économie. L'emploi va être une de nos priorités, l'apprentissage, les infrastructures. Donc des sujets dans lesquels je suis dans mon ADN, on va dire, assez à l'aise, et puis aussi parce que il s'agit d'un challenge, d'un défi. Comme vous le savez, la réforme territoriale regroupe maintenant 3 grandes régions. C'est la fusion de l'Aquitaine, du Limousin et du Poitou-Charentes. Donc il y a une nouvelle page à écrire pour définir ce que va être ce grand territoire et la politique qu'on va y mener. Et pour ça, il pensait qu'une personne nouvelle qui apporte, on va dire, du sang neuf, et puis quelque part une expérience et une expertise totalement différente de mes concurrents qui sont en place depuis fort longtemps. Mon opposant socialiste, Brigand, est 4e mandat, c'est-à-dire visant de rester à la tête de cette région pour un quart de siècle. Tout ça, c'est bien long. Fait ils ont pensé qu'un nouveau visage et aussi peut-être un regard frais et différent sur ces enjeux était une bonne candidature. Voilà. Et donc j'ai accepté le challenge quand on me l'a proposé parce que je suis fière d'être du Sud-Ouest. Je pense qu'on a une région
très belle, fabuleuse, on a de l'or entre les mains. Et je crois que c'est un défi qui est d'essayer de faire beaucoup mieux encore pour ce territoire, et notamment de pas s'arrêter à la fatalité des mauvais chiffres du chômage, et notamment du chômage des jeunes, ce qui me préoccupe en tant que mère de famille. Je pense que là encore, si on aime notre territoire, on a envie que nos enfants y grandissent et y restent pour leur avenir professionnel. Et ce sera un de nos sujets majeurs pour ce projet que j'espère pouvoir mettre en œuvre pendant 6 années si les électeurs nous font confiance. Alors, Bordeaux, capitale de cette grande région, comment les gens de Poitiers ou de La Rochelle vont se retrouver ici dans Bordeaux ? Alors vous savez, cette grande région, finalement, elle a quand même une identité. Alors certains vont dire, ah oui, mais on se sent bien éloigné, notre identité, c'est pas celle de la Creuse ou des Deux-Sèvres. Alors ça, c'est pour les départements les plus au nord de cette grande région. Mais si on regarde bien, il y avait déjà des connexions fortes au niveau économique entre le Poitou-Charentes et l'Aquitaine. Globalement, Poitiers regardait déjà vers Bordeaux et Limoges regardait aussi vers Bordeaux. Donc, on a à construire une identité, on a à travailler à vraiment nos forces et comment on va faire de ce grand territoire une opportunité pour être encore plus fort demain, et c'est bien ça l'enjeu. C'est pas forcément toujours évident, mais je pense que la culture, l'attachement à la terre, l'attachement au bien vivre, la fierté d'être du Sud-Ouest, tout ça sont des choses qui vont nous unir et à mon avis nous rendre cohérents, et il faut travailler le plus possible à cette cohérence, et surtout il faut pas tout centraliser à Bordeaux. Nous sommes à Bordeaux, c'est une magnifique ville qui a été transformée par Alain Juppé. C'est une ville qui sera demain effectivement la capitale régionale, qui jouera dans la cour des métropoles européennes, donc c'est une locomotive, mais elle ne doit pas écraser le reste du territoire, et il faut bien évidemment qu'en Poitou-Charentes, qu'en Limousin et que sur le reste de l'Aquitaine, nos villes, qui sont des relais majeurs, notamment aussi de l'emploi, jouent et se développent et jouent pleinement leur rôle. Et donc je souhaite une région plutôt décentralisée dans ses centres de décision, pas de centres de décision concentrés à Bordeaux, mais laisser les talents là où ils sont, partout sur le territoire, et plutôt venir accompagner, soutenir, favoriser le développement de ces talents là où ils sont. Alors on parle bien sûr de tourisme ici dans nos régions, Aquitaine aussi bien que Poitou-Charentes, et nous avons un intervenant. Alors nous sommes allés faire des micro-trottoirs quelque part, nous avons interviewé Pascal Maréchal qui est directeur de la société Arenca et qui va vous poser une première question. Regardez. Pascal Maréchal, je suis gérant d'une société qui s'appelle Arenca. On est dans le voyage, l'événementiel et également la formation. Madame Calmels, bonjour. La région, cette nouvelle région Aquitaine-Poitou-Charentes jouit du niveau du tourisme et de l'hôtellerie d'infrastructures, que ce soit dans la capacité de l'hôtellerie et des résidences de tourisme, pour les transports, l'aéroport de Mérignac, la nouvelle ligne LGV, les autoroutes, une destination forte du tourisme actuellement mondiale et française. Quels sont vos projets pour remplir en dehors de ces périodes estivales toutes ces infrastructures, et quelles sont vos grandes idées pour cette grande région ? Alors d'abord, je répondrai que le tourisme est un pilier majeur de notre économie et de l'économie de cette grande région de demain. Vous avez dit en Aquitaine, en Poitou-Charentes, mais aussi dans le Limousin. Oui. Parce que le tourisme, il est à la fois sur la façade atlantique, 720 km de côte, on aura la première façade atlantique d'Europe, mais c'est aussi le tourisme culturel que là, on voit plutôt entre l'Aquitaine et le Limousin avec un axe corrézien, Dordogne, vous voyez. Donc en fait, toute notre grande région est concernée par le tourisme qui n'est pas exactement le même. Alors pour répondre à cette question, c'est vrai qu'on attire souvent davantage de touristes aux périodes estivales, et l'enjeu, le défi, c'est effectivement de réussir à profiter de toutes ces infrastructures tout au long de l'année. Pour ça, il y a un deuxième pan dans le tourisme qui est très important, qui est le tourisme d'affaires. En général, ce tourisme d'affaires est justement positionné à d'autres moments dans le calendrier. Bordeaux est une ville qui a beaucoup fait dans le domaine du développement du tourisme d'affaires, et il faut que ce rayonnement bordelais aille bien au-delà et continue, là encore, à irriguer l'ensemble de la région. Et puis, derrière ce tourisme d'affaires qui est drainé souvent par la volonté
grouper, par exemple, avec un petit week-end dans les châteaux ou pourquoi pas dans les visites de nos beaux sites UNESCO que nous avons sur cette grande région. On peut aussi penser à un tourisme européen, je dirais, c'est-à-dire des déplacements courts et d'essayer de drainer une clientèle hors saison qui serait intéressée là encore par d'autres thématiques que simplement la côte atlantique, souvent elle liée directement au beau temps, et donc essayer de montrer à tous ces touristes potentiels que nous sommes une région qui peut leur fournir une activité tout au long de l'année, à la fois culturelle, mais également sportive, et également par un rayonnement économique, c'est-à-dire joindre l'utile à l'agréable. Je pense que c'est vers ça qu'il faut que l'on aille, après avec des actions très ciblées, avec de la publicité, avec de la communication, avec du faire savoir. Plus on parlera de la grande région, plus on capitalisera sur nos forces et plus on sera attractif. Vous savez qu'on est déjà une région très attractive et on jouit en plus de la notoriété de Bordeaux à l'international qui, et c'est un peu l'enjeu de demain, moi je veux faire de cette région une région très ouverte sur le monde. On est dans un monde ouvert, le numérique, on en a parlé tout à l'heure, ce sera majeur dans cette grande région de développer les infrastructures numériques parce que c'est le socle de l'emploi. On peut pas demander à des entreprises de s'implanter si on n'a pas une très belle couverture en haut débit. De la même façon, le tourisme, c'est vraiment un poumon pour cette grande région qui va s'appuyer sur l'international. Et là encore, le nom Bordeaux et tout le rayonnement que ça peut occasionner, c'est créer là encore avec notre locomotive bordelaise beaucoup de rayonnement autour pour emmener les touristes bordelais sur le bassin d'Arcachon, mais pour les emmener en Dordogne, en Corrèze, pour les faire voyager un peu plus au nord, en Charente-Maritime, dans nos îles. Il y a plein de choses à faire, ou sans oublier évidemment le Pays Basque. On voit bien qu'il y a une étoile autour de Bordeaux qui peut permettre un vrai rayonnement du tourisme au-delà de la simple période estivale. En fait, ce que vous voulez dire, c'est que l'union de ces régions est vraiment un avantage considérable. En mettant les moyens en force, l'union fait la force, et là on pourra faire davantage de communication et faire la promotion de ces aujourd'hui qui sont ces deux régions, mais qui vont devenir qu'une. Vous savez, moi je préfère faire d'une réforme qu'on n'a pas forcément souhaitée ou sur laquelle les citoyens n'ont pas eu à se positionner un atout, parce que sinon on va râler, on va. Voilà, moi je suis plutôt acteur que spectateur. On n'a pas le choix, on a une réforme, elle est là devant nous. Cette région est grande, ça peut avoir quelques inconvénients. Moi je crois que ça a surtout beaucoup d'atouts et beaucoup d'avantages sur lesquels on doit vraiment ça doit être une force pour notre territoire, de par la taille, mais pas uniquement, de par aussi la cohérence qu'on va lui donner. Et justement dans le domaine touristique, là c'est une force colossale que de pouvoir se dire qu'on va prendre l'ensemble de nos sites magnifiques pour pouvoir faire un programme en fait pour l'ensemble de nos touristes que nous allons accueillir via plusieurs portes d'entrée. Bordeaux en est une, mais il y en a d'autres sur l'ensemble du territoire. Alors, vous m'amenez bien sûr au transport et nous avons interviewé une patronne d'un groupe de transport qui est à Saint-Loubès, que vous connaissez bien sûr parce que ce sont des acteurs très importants ici. Ils vont vous poser une question. Bonjour, donc Patricia Perrois, présidente du groupe ASTT, transporteur autocariste sur la Gironde et la Charente-Maritime. Donc nous avons environ 200 véhicules qui circulent sur le département et le département de la Charente-Maritime. Aujourd'hui, nous travaillons beaucoup via la loi Macron puisque c'est un sujet important dans notre profession. Nous travaillons sur Bordeaux-Lyon et Bordeaux-Bayonne. Demain, d'autres lignes vont s'ouvrir comme Bordeaux-Bretagne, Bordeaux-Toulouse, Bordeaux-Pau et Bordeaux-Limoges. Donc, qu'est-ce qui va arriver à Bordeaux et qu'est-ce qui va se préparer concernant l'arrivée de ces autocars et de ces liaisons, sachant que Bordeaux sera une plaque tournante avec tout un tas de correspondances. Donc voilà, savoir qu'est-ce qui va se créer demain, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire et comment on va pouvoir le faire de façon à travailler intelligemment et correctement avec nos véhicules.
Alors, comme vous le savez, la région a comme pour responsabilité le transport ferroviaire et notamment les TER. Donc, la réforme Macron offre quelque part une alternative en permettant ces liaisons par bus qui vont avoir un double intérêt. Le premier, ça peut être de délester des TER un peu encombrés ou de renforcer des cadences là où on peut pas augmenter pour des raisons évidentes de fréquentation ou de manque de rentabilité des lignes TER. Donc ça, c'est le point. Et le deuxième intérêt, c'est que ça peut créer des points à points qui n'existent pas en TER, notamment, je pense, à la périphérie d'une ville, à la périphérie d'une autre ville. Donc c'est plutôt, et je pense que cette dame est plutôt heureuse d'avoir finalement cette ouverture possible de son activité. Je crois qu'il sera dans le rôle de la grande région de le soutenir, d'accompagner ce développement comme elle peut le faire aujourd'hui en finançant les TER, elle pourra le faire demain en finançant des lignes autobus. La loi Macron est une bonne loi. Écoutez, moi je l'ai dit, je fais pas de la politique politicienne, je suis une femme d'entreprise solidement ancrée dans le réel. Si j'avais été parlementaire, j'aurais voté la loi Macron. Comme vous le savez, ce n'est pas de mon bord politique. Je suis aujourd'hui en train de défendre les couleurs de la droite et du centre, mais je crois que quand on est pragmatique, il faut savoir dire quand quelque chose va dans le bon sens, va dans la bonne direction, et en l'occurrence, il me semble qu'Emmanuel Macron, qu'il a encore prouvé très récemment aux universités d'été du MEDEF, était capable, avec une forme de pragmatisme qui me plaît en tant que femme d'entreprise, de dire les choses, même si ça peut fâcher les politiques de métier. Et de ce point de vue-là, je pense que la loi Macron est malheureusement très insuffisante pour aider la France et notre grande région à sortir malgré tout du marasme, et notamment du marasme de l'emploi. C'est vraiment là, le chômage est quelque chose qui mine l'ensemble de nos foyers, et c'est une des priorités. Et malheureusement, la loi Macron ne répond pas à cette grande problématique. Mais elle va dans le bon sens. Elle ouvre des réflexions intéressantes. Elle permet le débat et elle permet aussi peut-être de casser certains tabous. Quand Emmanuel Macron ose dire, parce que c'est oser à gauche que de dire que peut-être que dans ce pays on travaille pas assez, ou on pourrait remettre d'une certaine façon en réflexion les 35 heures. Moi je pense que c'est courageux et par nature, moi je soutiens les gens courageux. Je crois qu'on en a assez des hommes politiques qui nous tiennent un discours en local, notamment j'aime l'entreprise, et qui le lendemain vont à Paris voter des lois socialistes qui cassent l'emploi, qui font du mal à l'économie, comme la loi Allure, comme la loi sur le compte pénibilité, comme la loi Hamon, j'en passe et des meilleurs. Donc je trouve que M. Macron a beaucoup de courage dans son environnement politique qui n'est pas simple. Juste un exemple par rapport à l'emploi, justement, sur ces régions Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes. Qu'est-ce que vous feriez en premier lieu par rapport à l'emploi, vous, en tant que présidente ? Déjà, si vous voulez, ce qui me fait mal, c'est de voir qu'alors qu'on a une région aussi attractive, de voir qu'alors qu'on a une région aussi belle, alors qu'on a une région finalement aussi riche de savoir-faire, on a des chiffres qui sont très mauvais. Et paradoxalement, c'est même presque une découverte pour moi, parce que vous voyez, j'ai regardé ça avec effroi. On a le taux de croissance de chômage des jeunes en Aquitaine, le pire de France. On est la deuxième région, là, dans les derniers chiffres, en termes de chômage, on est les plus mauvais ou les avant-derniers plus mauvais de la classe. Donc, tout ça pour vous dire que l'emploi sera une priorité majeure. L'emploi, pour moi, il y a plusieurs piliers à l'emploi. Il y a une des prérogatives de la région, l'apprentissage. L'apprentissage a été cassé, un peu pour des raisons idéologiques, malheureusement, mais quand on regarde les taux de la grande région, enfin, si on regarde région par région, là, pour le moment, c'est-à-dire Aquitaine, Limousin ou Poitou-Charentes, dans les trois régions, on voit des baisses très significatives, des apprentis, du nombre d'apprentis. Et on voit les financements liés aux grandes régions qui sont en retrait, en recul, façon assez massive en Aquitaine et en Limousin. Poitou-Charentes, faisons exception à la matière. Donc je pense que l'apprentissage est un sujet majeur, loin des idéologies. Il faut oser dire que c'est important de développer l'apprentissage dans nos régions. Je pense qu'un autre sujet essentiel pour développer l'emploi, c'est trop facile. Si vous voulez, moi je suis pas quelqu'un qui croit ni aux emplois aidés, ni à la politique de la subvention aux entreprises. Les entrepreneurs, c'est pas ce qu'ils demandent. Ils demandent
demandent de la vision, ils demandent qu'on les aide, ils demandent qu'on baisse la dépense publique, qu'on baisse les impôts. Les citoyens attendent ça des politiques. Et donc, je pense qu'il faut une politique très courageuse sur la baisse de la dépense publique qui se fera au profit de l'investissement. Et pour sous-tendre l'emploi, avant de faire des grandes déclarations sur je donne des subsides là, je développe là, il faut faire les fondamentaux. Les fondamentaux au XXIe siècle, c'est que l'emploi ne se développera pas dans des zones de population qui n'ont pas les infrastructures numériques nécessaires et qui n'auraient pas les infrastructures routières nécessaires. Et moi, je suis très en désaccord avec mon opposant socialiste qui considère que les routes, ce n'est pas des prérogatives de la région et qui s'en lave les mains et qui s'en désintéresse. En Poitou-Charentes ou en Limousin, c'est un peu différent. Dans le CPER de ces deux régions, ils financent aussi les routes. Mais en Aquitaine, on ne peut pas parler de développement économique et d'emploi sans penser aux infrastructures au sens large, hein, bien évidemment, l'aérien, le ferroviaire, mais le routier a aussi sa part. On peut pas se désintéresser d'investissements, par exemple, si je prends l'exemple, parce qu'on est sur Bordeaux TV, de la rocade bordelaise, et se désintéresser de ce qu'elle a comme conséquences sur l'économie. C'est des conséquences majeures. Donc, si vous voulez, pour sous-tendre l'emploi, il faut aussi passer par le socle d'infrastructures numériques et d'infrastructures routières, ferroviaires, et plus largement portuaires ou aéroportuaires. Et puis ensuite, il y a tout un carcan administratif qu'il faut oser dénoncer. Je veux dire, on peut pas être un pays avec autant de talent et faire que finalement, eh ben, on a près de 180 000 étudiants sur cette belle grande région, et puis il y en a 6 000 par an qui sont obligés de partir pour trouver de l'emploi. Il faut qu'on essaye d'avoir des créateurs d'entreprises qui restent ici, il faut qu'on les accompagne, mais il faut qu'on arrête de leur mettre des bâtons dans les roues. Et la France, de ce point de vue-là, est championne du monde, avec des normes, avec une difficulté et surtout un poids fiscal et social et environnemental qui est très lourd, qui d'ailleurs pèse aussi sur les agriculteurs, qui sont des entrepreneurs, en fait. Donc, l'idée est de créer les conditions d'un terreau favorable à l'entrepreneuriat. Pour moi, ça passe évidemment par une politique économique de réduction de la dépense publique et de façon très majeure. Les entrepreneurs ou les citoyens ont besoin de baisser les impôts plus que de cadeaux électoralistes où on leur distribue des subsides de façon d'ailleurs pas forcément toujours ni très claire, transparente, voilà, il y a un moment donné, il y en a qui peuvent accéder à ces mannes régionales, il y en a d'autres qui peuvent pas. Il y a des petites entreprises qui verront jamais des aides de la région, il y a des grosses entreprises qui y ont accès plus facilement. Donc je crois qu'il faut remettre aussi là-dedans un peu d'équité. Les commerçants, les artisans sont les grands oubliés de la politique économique de la région. La politique économique de la région, elle est très centrée sur l'industrie et j'aime beaucoup l'industrie, mais c'est 10% de l'économie. Donc, il ne faut pas oublier tout le reste de l'économie. Les médias, n'en déplaise à mon opposant socialiste, c'est une vraie industrie. Il y a des vrais emplois. Moi, j'ai un groupe qui avait 7000 emplois, où je suis présidente d'Euro Disney aujourd'hui. Il y a 15 000 emplois. C'est pas parce que c'est du divertissement que c'est pas de l'économie. C'est pas parce que les médias, au sens large, selon mes opposants, en gros, c'est pas la vraie économie, mais c'est faux. C'est de l'économie, c'est même une économie réelle qui est très importante en termes de foisonnement de talents et d'emploi de demain. Et le numérique, on en parlait tout à l'heure, c'est un fantastique champ d'expansion de l'économie avec des changements de modèle économique qui sont pas simples. Il faut une adaptation de nos modèles économiques passés vers cette économie du numérique, mais ça offre, et vous en êtes la démonstration ici, des fabuleux potentiels. Donc on peut pas simplement aider certains et pas d'autres pour des raisons qui me semblent, je pense qu'il faut faire des choix parce que la politique ne peut pas saupoudrer et tout faire. En revanche, il me semble que les choix qui ont été faits sont un peu limitatifs et que l'emploi, et pour aider l'emploi, il faut venir réellement d'abord construire le socle et ensuite favoriser, une fois encore, l'allègement des charges. Et pour moi, c'est la responsabilité d'une patronne. Si demain je suis patronne de la région, comme je le ferai dans une entreprise, je pense qu'il faut réduire la dépense publique, c'est surtout pas baisser les investissements. Au contraire, l'argent des citoyens, il doit aller dans les investissements qui servent aux citoyens. Mais les dépenses de fonctionnement d'un conseil régional pléthorique avec, il y a un moment donné, si on fait cette fusion des 3 régions, c'est pour optimiser l'efficacité et donc, quelque part, pour réduire la dépense publique. Et quand j'entends qu'on me dit que ça va coûter plus cher,
J'ai envie de dire, il faut changer de métier parce qu'aujourd'hui, les citoyens ne sont plus prêts à accepter une augmentation de la dépense publique et donc de leurs impôts, puisqu'in fine, tout ça se retrouve dans les impôts, directs, indirects, et via l'impôt sur les sociétés ou sur le citoyen. Alors justement, puisque vous nous parlez de compétences, de médias, de communication, nous avons Lodjé, qui est une artiste, qui va bien vous poser une question justement là-dessus. Bonjour Virginie, je m'appelle Lodjé, je suis artiste, musicienne, chanteuse et comédienne. Alors c'est vrai qu'il y a un vivier d'artistes dans la région avec beaucoup de talent. Qu'est-ce que vous envisagez en tant que présidente pour mettre ces artistes en avant ? Alors, c'est une question très intéressante parce qu'elle pose le problème de la compétence des différentes collectivités. Ouais. Il y a un moment donné, tout le monde, la culture d'abord, au sens large, c'est de l'identité et quelque part, un peu partout, dans toutes les collectivités, vous allez retrouver un budget culture. Donc vous allez le retrouver au niveau des villes, au niveau des agglomérations, des communautés de communes, des métropoles, des départements, des régions. Donc, c'est un peu le mal français, c'est qu'à un moment donné, on ne sait plus très bien qui fait quoi et qui est responsable de quoi. Alors si je prends la région, si je regarde l'Aquitaine aujourd'hui, c'est en gros 40 millions d'euros dévolus à la culture, 24 millions en investissement, puis 16 millions en fonctionnement. Donc, je pense que c'est un sujet majeur. On ne peut pas gommer la culture d'un budget d'une grande région. Pourquoi? Parce que là encore, c'est de l'identité et c'est de l'économie, parce que finalement, derrière tout ça, c'est aussi derrière des emplois, du rayonnement exactement. Donc, quand on parle d'audiovisuel, de cinéma, bien sûr, c'est derrière. Et puis, c'est le rayonnement aussi de la grande région. Quand on a des tournages, comme vous le dites, qui se passent ici, c'est notre fenêtre sur le monde et c'est notre vitrine. Donc, tout ça est très important. Il faut soutenir et accompagner au mieux, mais plutôt, là encore, en fléchant l'argent public sur des actions très concrètes et dans les investissements, plutôt que sur des dépenses de fonctionnement qui sont peut-être un peu plus discutables dans leur efficacité. Donc l'idée par rapport à ce que dit Madame, par exemple, c'est de dire on accompagne avec des frais de fonctionnement les plus faibles possibles, voire zéro, un investissement qui va profiter au plus grand nombre. Donc ça peut être un investissement, pourquoi pas en infrastructure de tournage, pour reprendre par exemple cet exemple-là. Enfin, vous savez que nous avons par exemple un pôle image assez performant à Angoulême, le pôle Magélis. Bien là, la région est finalement très peu présente, qu'à hauteur de 20% dans le capital de Magélis. C'est le département qui est beaucoup plus présent. C'est un peu une absurdité des prérogatives là encore des uns et des autres, parce que normalement ça devrait être la région qui soit beaucoup plus présente, étant donné que c'est de la culture et que c'est de l'économie, une fois encore, c'est de l'emploi. Et donc à ce titre, je pense qu'il faut que la région, par exemple, se positionne très clairement en soutien d'actions comme le pôle image d'Angoulême, qui est un très beau rayonnement pour notre grande région en termes de capital humain, de talent, de compétences qui peuvent rayonner bien au-delà de la région, bien au-delà de la France même, puisque l'animation est très internationale en fait. Merci beaucoup. Alors, une dernière question que tout le monde se pose, puisque c'est vraiment le grand sujet qu'on voit sur Internet, c'est le nom de cette future région. Alors, on avait Jean-Pierre Raffarin à l'époque qui avait fait l'arc atlantique, qui est vraiment maintenant d'actualité, c'est cet arc qui partait de Poitiers en fait pour aller jusqu'en Espagne. Et il disait c'est tout un secteur de l'activité qu'il faut mutualiser. L'idée était très très bonne. C'est vrai qu'après, bon, les choses ont évolué et changé, mais on a tendance à se rapprocher. Qu'est-ce que vous donneriez, vous, comme nom à cette région ? Alors vous savez, moi j'ai eu simplement envie de redonner aux citoyens la capacité de choisir. Ils sont souvent un peu trop absents, de mon point de vue, de la décision politique et souvent subissent les réformes. Là encore, une réforme territoriale sur laquelle les citoyens n'ont absolument pas été consultés. Donc j'ai décidé de les consulter via notre site internet. Votre site internet, c'est qui sera en ligne dès le 3 là, et il sera Virginie Calmels 2015, enfin www.virginiecalmels2015.fr, qui est le site internet de notre de campagne entre guillemets, qui va nous permettre de recueillir les votes. On a fait une proposition sur beaucoup de noms
que vous connaissez, la Grande Aquitaine, Sud-Ouest Atlantique, Arc Atlantique, bon tout ça, terres Atlantiques. Et, enfin, on a plein de noms à proposer. On a aussi laissé la capacité d'en proposer d'autres. Et moi, ce que j'aimerais, si les électeurs me font confiance et me portent à la tête de cette grande région, le 13 décembre 2015, c'est de dire, bah écoutez, au vu des votes que nous avons enregistrés sur notre grand site internet, et en pondérant bien ces votes avec l'origine même des votants, parce que si j'ai que des gens d'Aquitaine qui votent pour la Grande Aquitaine, ça aura moins de poids que s'il y a et des gens du Limousin et des gens du Poitou-Charentes et ainsi de suite. Donc moi, j'ai mon goût personnel, ce que je retiendrai. Moi, voilà, j'aime bien la notion de Sud-Ouest, j'y suis très attachée. Je trouve que donc Sud-Ouest Atlantique, tous ces noms-là me plaisent bien, mais je pense que c'est aux citoyens de décider et que ce sera clairement que de respecter les citoyens, que de tenir compte de leur avis. Ce sera une des prérogatives de la nouvelle équipe. Elle s'installera, donc vous savez, il faut voter les 6 et 13 décembre 2015, mais à partir du moment où l'Assemblée sera élue, un de ses premiers votes sera le nom de cette grande région. Vous aimez la musique, je le sais. Oui. Et Bordeaux TV aussi, bien sûr, puisque nous avons souvent des rubriques donc sur la musique. Nous allons avoir tout à l'heure Laurence Collins qui va intervenir ici. Vous connaissez, vous aimez quoi comme style de musique, Virginie? Alors moi, je suis un peu éclectique dans mes goûts. Je suis pianiste. J'aime beaucoup le piano et donc je joue un petit peu moins qu'à une époque parce que le temps me manque. On aurait dû mettre un piano. Mais j'aime je suis à la fois musique classique, plutôt en bruit de fond quand je travaille, et j'aime beaucoup la variété française parce que vous voyez, c'est mon côté sud-ouest franchouillard. On a la chance d'avoir beaucoup d'artistes français, un répertoire de chansons françaises que je trouve assez magnifique. Je suis un petit jukebox à moi toute seule, mais uniquement sous ma douche quand personne ne m'écoute. Voilà. Au niveau aussi de l'animation à Bordeaux, il y a beaucoup de choses qui se passent à Bordeaux. On l'a vu cette année, on a eu la fête du fleuve, on a les épicuriales, enfin on a plein d'événements. On a aussi un symposium, le symposium des feux d'artifice. Tout à l'heure, nous allons avoir Henri Miermont qui va en parler. Qu'est-ce que vous pensez de cet événement, vous, Virginie? Bon, moi d'abord, j'adore la pyrotechnie, donc je trouve que, vous savez, moi je suis au fond une gamine qui s'émerveille devant les belles choses, quelles soient, et je suis très admirative et je regarde ça avec, comme je vous dis, des yeux d'enfant. Je suis pas blasée et quand quelque chose est beau, je trouve, et c'est d'ailleurs un peu la force de notre région et de notre patrimoine culturel, on a cette chance, c'est que si on regarde un peu la région avec des yeux d'enfant, on s'émerveille quasiment partout parce qu'elle est sublime, du Pays Basque au nord du Limousin, du Béarn à Poitiers et aux Deux-Sèvres. Et je trouve que c'est extraordinaire d'être dans le beau. La pyrotechnie pour moi c'est de l'art, voilà, c'est de l'art et donc c'est de l'émerveillement. Et je peux vous avouer que parfois c'est le prétexte de mes enfants pour aller regarder des feux d'artifice, mais ça fait aussi plaisir aux mamans. C'est un grand événement, en tout cas populaire, et tout le monde peut le voir. Et ça sur Bordeaux TV, vous pourrez le suivre parce qu'on va justement suivre cet événement de très près. Et nous allons aussi pouvoir partager ensemble ce symposium qui réunit, je rappelle, l'ensemble des grosses sociétés de production de pyrotechnie, ce qui n'est pas une moindre affaire parce que ça vient de Chine. Enfin, il y en a un petit peu partout. On sait que les Chinois sont très forts. Henri nous en parlera tout à l'heure. Et ça, c'est à Bordeaux à partir du 21 septembre. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. Ça nous a fait énormément plaisir. Moi également. Vous êtes la bienvenue toujours ici et on se dit à très bientôt. Il y a un événement d'ailleurs, juste pour conclure, qui se passe prochainement, que vous organisez, où vous faites intervenir des acteurs économiques importants. On peut avoir juste 2 mots là-dessus. Ça se passe à la salle Athénée, à Bordeaux. Alors, avec Xavier Niel, avec... Oui, alors ce sera au Palais des Congrès, en fait. Non, mais vous savez, avec Alain Juppé, aux dernières municipales, on a mis en place ce qu'on appelle le Conseil des entrepreneurs, ce qui était une volonté d'Alain Juppé. Et je suis bien placée pour porter ce projet parce que c'est vraiment la réunion du monde économique et du monde politique, 2 mondes qui se regardent souvent en chien de faïence et qui ne se comprennent pas mutuellement. Donc on a créé ce Conseil des entrepreneurs, il a vu le jour il y a plus d'1 an, juste après les municipales. J'ai fait venir chaque trimestre un invité prestigieux à Bordeaux. D'ailleurs Michel Combe, qui défraye la chronique, a été un de nos invités à un moment donné au Conseil des entrepreneurs à Bordeaux. Xavier Fontanet sera là et Xavier Niel, il se trouve
trouve que je suis administratrice de Free depuis quelques années, depuis plus de 7 ans, sera notre invité pour le 18 septembre. Et compte tenu de l'affluence que nous avons pour ce rendez-vous un peu exceptionnel, c'est carrément le Palais des Congrès, parce qu'on est à plus de 800 inscrits pour cette conférence ouverte à tous. Le but est d'ouvrir ce type de conférence à l'écosystème bordelais, de mettre un peu en relation l'écosystème avec une personnalité du monde économique, national ou international, pour bouger un peu les lignes à Bordeaux et pour faire que des gens qui sont des grands investisseurs, qui sont des gens qui regardent loin, puissent regarder les talents qui sont présents sur le territoire, pourquoi pas venir y investir demain, et en tout cas tisser des liens avec tout notre réseau de start-up, et Dieu sait qu'ici on en a plein, on en est fiers, et donc l'idée, et là encore pour moi c'est notre fonction de politique, c'est d'aider, de faciliter, d'accompagner, et de faire connaître, notamment à Xavier Niel, la richesse de l'écosystème bordelais. Eh bien, Bordeaux TV se fera peut-être un plaisir de le diffuser en direct, pourquoi pas aux gens qui peuvent pas venir. Avec plaisir. Très intéressant. Merci beaucoup. Merci à vous. À très bientôt. Merci. Nous allons rejoindre donc Henri Mirmont tout à l'heure pour une interview sur justement ce symposium. À tout de suite.